Let's talk about migration. Some people in Kent are actually frightened. There are some people who are frightened, but there are also lots of people who are getting jobs because of migration. It's an incredibly fraught topic in many countries, I realize. But that's odd because this isn't a new phenomenon. Humans have been moving forever. Human history is one big story of movement and migration. So how many migrants are there today? It's actually about 200 million people in total, which is less than 3% of the global population. Meanwhile, it might seem like all migrants come from poor countries and move to wealthy countries, but in reality, about half of all migrants, half of that 200 million figure, live in developing countries. And what if I told you that many, if not most countries, are soon going to need more migrants? That some of them are even going to start competing for them. Fears of losing a vital safety net for the nation's elderly. Many countries are aging fast. They're just not having enough children to maintain their current population levels. Take Italy. For every woman in the country, just 1.2 children are being born, far below the 2.1 that is needed to maintain the current population. By the end of the century, its population is expected to be like half of what it is today. Not only that, but when you look at the age breakdown of its population today, you spot another problem. You have more old people than children today. What happens when they're elderly? Who's going to take care of them? And as they draw on social services, pensions, other programs, there'll be relatively fewer working age people paying into those systems. It's not only Italy or rich countries, similar dynamics are playing out in middle-income countries as well. Countries like Bangladesh, Colombia, Mexico, Turkey, just to name a few. Only a generation ago, there were 4 or 5 kids in each family. Today, the birth rates have fallen below replacement levels, and they continue to go down, meaning these countries face significant population declines. They may well become old before they get rich, and thus less equipped than wealthy countries to handle pressure on social services from an aging population. And yet, some countries have the opposite problem, a population explosion. Take Niger, Somalia, Afghanistan just as examples. Their birth rates are well above replacement levels, nearly 7 kids per woman in Niger. And age breakdowns show how young these populations are. In just a few short years, these youngsters will be adults. Their population is increasing very fast. They may not have the natural resources that are needed for so many people to eat, have shelter, and prosper. Where will they find jobs, and what happens if they don't? And then there's the climate angle. It could aggravate many of the factors that spur people to move, in some cases with no real prospects for employment and often at great risk. These are dramatic problems that are going to have to be addressed, and migration could play a major role. So how can migration work? To find out, let's phone up the directors of the 2023 World Development Report. You know, the report says that migration can be the solution to the demographic challenges that we lay out at the beginning of the video. Okay. Can you explain that? We have to recognize that not all migrants are the same. There are different types of movement, and each of them calls for a different response. What do you mean by that? Now, traditionally, there have been 2 ways to look at this. On the one hand, you have the economic perspective. It's essentially a question of costs and benefits. Does migration bring costs? Does it bring benefits? Fundamentally, it's about whether migrants bring skills that match the needs of the destination economy. If they do, great, everybody gains. If they don't, things get complicated, because essentially the school of thought will say, well, the cost of integrating them are higher than their potential contribution. But if someone doesn't have skills that are in demand, the needed skills. But that's not the end of the story, because you see there's another way to look at it. After World War II, countries agreed that when people flee conflict, violence, or persecution, they should be granted asylum. They should be provided with a safe place to stay, regardless of the cost. And so the central question, what's driving people movement? Is this because they have a fear for their life in their country of origin? Or is it because they are seeking opportunities in the country of destination? So who then is right? It's not a question of right or wrong. It's really a question of having 2 different ways to look at the same issue. And that sometimes creates controversies or misunderstandings. And so what we've tried to do with this report is to combine the 2 perspectives. When we bring these 2 approaches together, things
become much more manageable and they make much more sense. Vast majority of the migrants migrate for economic reasons. They provide the skills that are a strong match in the destination labor market and the community. But wait a minute, how do you decide what is costly, what is beneficial? Basically, the match, the extent of the match is determined by the migrants' human capital, as well as the policy environment and the social environment in the destination community. On origin countries, I can't help but think that migration, especially if we're talking about people who have skills, who have in-demand skills, don't they stand to lose, their the most valuable workers? There are social implications for the origin country, no doubt. But there are policy measures that origin countries can implement where the negative effects are minimized and the gains are maximized. So remittances is one of them, right? I left home, I came here, and when my parents need money, I send them back. But the real impact is not necessarily this money. It's about human capital. It's about social capital. What about people who don't have in-demand skills? It all sounds very straightforward, very easy so far, but what about other people? Yeah, Paul, it's a good point. So this is where things get a bit complicated. So some of these people are refugees, and as a result, they're fleeing conflict and violence, and so they need to be protected, and that's under international law. But again, if they don't bring the right skills for the destination country, then there's going to be a cost for the host country. And so the question is, how do we manage that cost? What do you mean by that? There's two things that we can do here. So first is to share the cost internationally, because refugees are fleeing conflict. They usually end up in the first safe country that they can get to. Only 10% of countries are hosting a very significant number of refugees. So that means there's 90% of countries that are not. They need to be doing much more. If they're not going to take in the refugees, then maybe give them some money. It's still expensive to host refugees, no? Great, so that's my point. So the second thing that we can, try to do is actually reduce these costs, because yes, it is very expensive. Maybe instead of leaving them in a tent or in a camp and providing food, we should help these refugees get to a place where they can find a job and work and sustain themselves and actually contribute to the economy, which many refugees would like to do. Sure, but when I read the news, the controversy doesn't seem to be with migrants who have in-demand skills or even with refugees. It seems there's a lot of concern about what to do when people don't have skills and, frankly, people who aren't refugees. Yeah, so the bottom left quadrant do not qualify for international protection. And there are those whom qualifications, whom profile are going to be a very weak match for the destination society. Think about some who are fleeing a society plagued with crime, but that would not qualify them for refugee protection. No matter what political controversies, no matter what the social anxieties that those flows might be creating, we're dealing with human beings. I think we need to also acknowledge that a lot of people are fleeing not conflict, not persecution, but poverty. They are fleeing decreasing incomes, decreased agricultural productivity because of a warming weather, and giving them the opportunity to migrate internally, to adapt in the country so that they don't have to take those dangerous routes, is also the longer-term option for providing a more orderly migration. And for the rest, we need to acknowledge that there's development so that it changes the incentive to migrate, but countries administratively need to be able to return them in a human way because their sovereignty is also part of that equation. What's your key takeaway from a year of thinking about migration so intensely? So I think the main takeaway is migration is a global phenomenon. It has always been the case, and it will always be the case. And this is a great source of opportunity for prosperity for countries of every income level. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Melogno, directeur de la stratégie et de la recherche à l'AFD. Bienvenue pour cette session de présentation du rapport sur le développement mondial, le World Development Report, qui est la publication phare du groupe de la Banque mondiale qui sort chaque année. Nous sommes très heureux d'accueillir la présentation aujourd'hui. Cette présentation sera d'ailleurs suivie d'un débat auquel vous pourrez participer ici à Paris dans la salle, mais aussi en ligne. Peut-être quelques mots d'introduction, vous dire que le sujet des migrations, évidemment, est un sujet difficile, complexe, sujet de polémique, et pour autant, il ne nous semble pas sage de l'esquiver. Au contraire, la recherche, la production de connaissances
très certainement sont le meilleur moyen d'entrer dans ce débat qui, encore une fois, ne fera pas disparaître les débats politiques. Néanmoins, amener de la connaissance, des chiffres, des interprétations, des idées nous semble être très utile pour cadrer cette discussion. Peut-être d'abord dire que sur ce sujet des migrations, nous avons une coopération maintenant assez ancienne entre la Banque mondiale, l'AFD, nous travaillons également avec l'OCDE, d'autres centres de recherche, mais spécifiquement avec la Banque mondiale, je tiens à saluer depuis une douzaine d'années maintenant, d'abord le réseau de recherche que nous avons monté avec plusieurs d'ailleurs co-auteurs principaux de ce rapport et qui a permis, et j'invite à encore une fois, se pencher sur les chiffres. J'invite à regarder tout le travail qui a été fait pour normer, établir, critiquer, décortiquer les chiffres liés aux migrations, qu'on parle des migrations de flux de personnes, mais également des flux financiers qui ont fortement augmenté, comme vous le savez probablement, des flux de capital humain, mais également des flux d'idées, des flux dits de valeurs, des flux de normes qui peuvent être induites ou provoquées par les migrations internationales. Donc, tous ces domaines de la recherche ont connu des progrès très importants. Hein. Aujourd'hui, la disponibilité de données et leur fiabilité est bien plus grande qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Je tenais à saluer en particulier le rôle de la Banque mondiale pour ce faire. Il y a également une actualité qui se trouve des débouchés en matière de recherche, l'impact du changement climatique, par exemple, sur la mobilité nationale ou internationale des personnes, était peut-être un sujet moins traité il y a une dizaine d'années, mais qui aujourd'hui, on le voyait encore dans les chiffres très récemment publiés sur les déplacés intérieurs ou les réfugiés internationaux, qui prend une actualité, une importance plus grande qu'il y a quelques années. Voilà, vous dire que c'est un sujet qui nous préoccupe, nous intéresse aussi à l'AFD. Le groupe est présent dans 120 pays, dans les outre-mer français aussi, qui ont des problématiques migratoires. Et soutenir ce travail de mise en débat nous semble quelque chose de très important. C'est vrai du point de vue des pays de destination, mais aussi des pays de départ comme des pays de transit. Et on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard dans la conclusion, l'utilité de travailler non pas uniquement sur des flux de manière un peu générale ou trop agrégée, mais aussi de descendre par pays, par typologie, par secteur, par catégorie de qualification, par exemple, je crois, est très utile pour avoir un débat qui correspond plus à la réalité des sociétés dont nous parlons. Vous dire un dernier mot peut-être, et je passerai la parole ensuite à l'ambassadeur chargé des migrations. Il y a une actualité très récente sur le lien entre migration et développement. La semaine dernière, le président de la République réunissait un conseil chargé du développement qui a d'ailleurs listé parmi les critères d'action de la France à l'international, très particulièrement d'ailleurs la lutte contre les filières de trafic d'êtres humains. Donc tout ça pour dire qu'il y a des liens évidemment entre la politique de développement et la politique de migration. Ces liens ont pu d'ailleurs évoluer au cours du temps, mais je laisserai peut-être l'ambassadeur Christophe Léonzi nous dire quelques mots sur cette actualité des liens entre migration et développement et nous présenter la position qui est l'actualité du gouvernement français. Voilà, donc après ce mot de monsieur l'ambassadeur, nous aurons une présentation un peu plus détaillé que ce que vous avez assisté dans cette vidéo, j'allais dire apéritive. Donc, on va pouvoir rentrer encore un peu plus loin dans les détails avec Win Toan Do, qui est l'un des 3 co-auteurs principaux, comme je le disais tout à l'heure. Nous aurons ensuite des réactions de Catherine Witold de Vanden et Mathieu Tardis, nos chercheurs bien connus sur ce sujet. Un débat que nous animons avec ma collègue Magali Kretman, qui représente notre sphère opérationnelle et dirige notre division de la gouvernance. Puis un échange avec la salle et en ligne. Et tout ça devant nous permettant de débattre pendant environ 2 heures, enfin maintenant 1h40. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à l'ambassadeur Christophe Léonzi pour nous présenter la position et l'agenda migration et développement du gouvernement français. Voilà. Merci. Merci. Et je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement nos collègues de la Banque mondiale pour sa venue à Paris et pour la préparation du rapport sur le développement dans le monde, migrants, réfugiés et sociétés, qui comporte, et je pense qu'on le verra au cours du débat qui va suivre, beaucoup d'analyses et de positions que nous partageons. Je souhaite aussi remercier l'Agence française de développement de nous offrir le cadre de cette réunion, de cet échange, et l'ensemble des collègues aussi du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui participent à l'organisation de l'échange. Je me réjouis par avance de découvrir plus en détail le rapport qui nous sera présenté aujourd'hui. Les enjeux relatifs à la mobilité humaine constituent en effet une priorité pour la France. Les migrations sont l'un des visages de la mondialisation qui est à la fois défi et opportunité de développement considérable.
Les flux migratoires ont connu d'importantes transformations au cours des dernières décennies. Entre 2000 et 2021, le nombre de migrants internationaux est passé de 150 millions à 280 millions de personnes. Ce phénomène de mobilité est structurel et il tend à augmenter sous les effets de la mondialisation, mais il est aussi conjoncturel car il est lié à des bouleversements qui peuvent être géopolitiques. Dans le même temps, et ça a été évoqué dans la vidéo qui a été diffusée avant en introduction de la séance, l'importance des transferts financiers des migrants accrue de façon continue, constante, avec parfois même des effets contracycliques, pour prendre une place décisive dans l'économie et les équilibres sociaux de nombreux pays en développement. C'est un phénomène qui exige donc une coopération accrue entre les États d'origine, de transit et de destination des migrants afin d'améliorer la gouvernance et la maîtrise du phénomène migratoire et de rendre ces mobilités plus sûres. Et c'est aussi pourquoi la France, qui est un vieux pays d'immigration, est engagée dans le renouvellement de ces multiples dialogues et coopérations internationales qui sont consacrés aux enjeux des migrations et des mobilités humaines. Je citerai par exemple le fait que la France a pris la présidence du Forum mondial pour les migrations et le développement, dont un 14e sommet est prévu et se tiendra à Genève en début 2024 et qui abordera les thématiques qui nous réunissent aujourd'hui, la question des migrations de travail, des droits humains, la gouvernance multiniveau des migrations, le lien entre culture, discours public et migration, et la question des déplacements environnementaux qui sont liés au changement climatique. Comme le souligne à juste titre le rapport, les migrations, qui sera dévoilé et précisé dans quelques instants, les migrations ne doivent pas être uniquement appréhendées sous l'angle de l'action humanitaire, évidemment. Et en ce sens, la France est convaincue que la mobilité humaine peut être un puissant levier de développement humain, économique, social et culturel. Ça s'inscrit dans la logique de l'agenda 2030, que le rapport poursuit également et qui fait de la mise en œuvre de politiques migratoires ordonnées un élément clé dans l'atteinte de l'objectif 10 du développement durable. Il s'agit de réduire les inégalités entre les pays et en leur sein. Et nous pensons cependant que, comme vous, l'impact de la mobilité humaine sur le développement pourrait aller plus loin que cet objectif 10, qui est à la fois une cause et une conséquence d'un développement durable et vertueux. Et pour cette raison, je salue l'initiative de ce rapport qui établit un cadre international pour maximiser l'impact des mouvements transfrontaliers sur le développement des pays de destination et les pays d'origine, ainsi qu'au bénéfice des migrants et des réfugiés eux-mêmes. Et je pense que ces migrations sont devenues un enjeu tel qu'elles nécessitent une coopération toujours plus intense pour être gérées dans le respect des droits humains et dans les intérêts de chacun. Pour ce qui concerne la France, ça a été dit, mais nous avons établi une stratégie migration et développement qui va se développer entre 2023 et 2030 et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale de la France, dans le cadre de ses engagements internationaux, dans le cadre du pacte mondial sur les migrations, mais également à travers un ancrage européen renforcé, puisque le poids de l'Union européenne sur les sujets de migration est toujours plus important, et avec une référence forte dans notre stratégie française au plan d'action conjoint de la Valette, donc je dirais aux ces fameuses 5 composantes de la Valette qui constituent, je dirais, les éléments d'une approche globale. Par cette stratégie, la France entend développer une approche plus globale qui tente à couvrir toutes les dimensions de la mobilité humaine, et en particulier 2 axes: garantir des migrations dignes, ordonnées, sûres et régulières, et prévenir les migrations irrégulières. Deuxièmement, s'assurer que les migrations régulières agissent comme un vecteur de développement. Les synergies avec le rapport de la Banque mondiale sont ainsi nombreuses. À titre d'exemple, la France attache une grande importance à maximiser le potentiel des migrants professionnels comme facteur de développement durable pour les pays d'origine, de transit et de destination. C'est aussi une logique d'attractivité. Ça se matérialise notamment au travers de l'accompagnement de l'entrepreneuriat des diasporas, des partenariats pour la mobilité des talents, ou encore en travaillant sur les retours et les réinsertions durables par des partenariats qui sont souvent établis de longue date et qui reposent sur une expertise et une connaissance mutuelle. Il s'agit d'une démarche qui vise aussi à limiter les phénomènes de fuite des cerveaux, qui sont évidemment au détriment des pays d'origine, et d'assurer la régularité des migrations et la protection des travailleurs migrants,
et répondre aussi aux besoins flexibles de main-d'œuvre dans les pays d'origine. Nous souhaitons également que ces migrations professionnelles se déroulent dans un cadre qui protège leurs droits, ainsi qu'avec un accès aux services de base et un emploi décent. Les migrations peuvent être, j'ai dit, un levier pour le développement, une opportunité tant pour les pays d'origine que pour les pays de destination, à condition qu'elles se déroulent dans un cadre maîtrisé et ordonné. Et de ce point de vue, la lutte contre la migration irrégulière, il y a été fait référence, et les trafics qui s'en nourrissent, à commencer par le trafic d'êtres humains, constituent également, bien sûr, une priorité pour la France, pour l'Europe, et c'est aussi une contribution au renforcement, à la consolidation des États de droit. Je ne reviendrai pas, pour être court et pour conclure, sur l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans le rapport. Je pense que ça nous sera présenté dans quelques instants. Mais il est important de souligner que la France est engagée dans la promotion de mécanismes de financement, et je dis ici à l'AFD qui fait de ce sujet aussi une priorité, des mécanismes de financement du développement innovant, des thématiques qui seront l'objet d'un sommet à Paris au mois de juin prochain. Et à cet égard, nous encourageons tous les efforts de l'ensemble des bailleurs, dont ceux de la Banque mondiale, mais aussi la mobilisation des investisseurs privés, notamment y compris des diasporas, au service du développement. C'est une mobilisation qui implique une coordination multiniveau, mondiale, européenne, bilatérale et locale, en fonction des régions, de leurs besoins, pour permettre une gestion des flux migratoires et un bénéfice pour les migrants, pour les pays d'accueil, de transit et d'origine. Voilà, je me réjouis donc de découvrir davantage votre rapport, Monsieur Cuito Tanto, et la présentation que vous allez nous faire. Merci encore de votre présence ici à Paris aujourd'hui, et je suis certain que ce rapport nous aidera à travailler encore davantage et mieux ensemble à l'avenir. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Mesdames, Messieurs qui sont présents ici et en ligne, je voudrais remercier l'Agence française de développement pour l'accueil et l'organisation de cette conférence, et qui nous permet qui nous donne une opportunité de parler du travail qu'on a pu faire au cours de cette année. Alors, je vais essayer de... Alors, on m'a expliqué, et je ne sais toujours pas comment faire. Voilà. Donc, je suis aussi ici aujourd'hui, mais je voudrais tout d'abord reconnaître le travail de toute une équipe. Donc, vous avez vu sur la vidéo 4 d'entre nous, mais c'est une équipe de 30 personnes qui a travaillé depuis 18 mois sur ce sujet-là. Nous avons été aussi assistés par 2 comités, un comité académique, dont un membre est à Paris et l'autre à Toulouse, à l'école d'économie, et un comité plus politique où les représentants des organisations internationales, que ce soit réfugiés, le Haut-Commissariat ou le Bureau international du travail, l'Organisation internationale des migrations, étaient là pour nous donner la perspective politique de ce sujet-là. Je remercie également les différentes instances qui nous ont accueillis en octobre, qu'on a fait une première tour de consultation, inclus la mairie de Trappes ou la mairie d'Aubervilliers. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, une première distinction que je voulais faire, c'est que nous avons fait le choix délibéré de considérer un migrant comme une personne qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel elle est, qui est une définition un peu différente de beaucoup d'organisations qui regardent plus si la personne est née dans un pays, qui est différent de celui dans lequel elle réside. Ces distinctions, pour nous, avaient deux fonctions. La première, une fonction, entre guillemets, opérationnelle, c'est la citoyenneté qui détermine les droits politiques, qui détermine les droits d'accès au marché du travail, etc. Donc, c'était le facteur discriminant entre le migrant et le national. Et le deuxième est plus normatif. Il était important pour nous d'envoyer un signal que lorsqu'on est citoyen, on est citoyen. On n'est pas nouvellement migrant, on n'est pas migrant de première génération, de deuxième génération. On est citoyen ou on ne l'est pas. Donc, c'était un changement de définition, une certaine nuance qu'on voulait apporter et qui a une implication sur les chiffres. Tout ça pour dire que les chiffres de Monsieur l'ambassadeur et les nôtres sont différents, non pas parce qu'il y a une incohérence, mais parce que nos définitions sont différentes. Donc, nous parlons de 184 millions de réfugiés de par le monde, qui est à peu près 2,5% de la population mondiale. Et ce que je voudrais vous faire retenir,
3 faits de cette diapo. Les premiers, c'est qu'une grande partie de la migration, c'est une migration sud-sud, c'est-à-dire que c'est des pays à niveau de revenus faibles ou intermédiaires qui vont vers d'autres pays de niveau faible et intermédiaire. Le deuxième fait, c'est que parmi les 35 millions de réfugiés de par le monde, une grande majorité sont dans les pays à niveau de revenus faibles ou intermédiaires. Et le troisième point que vous voyez sur la partie gauche, c'est que les pays, il n'y a pas une chose comme un pays de destination ou un pays d'origine, c'est que beaucoup de pays sont à la fois pays d'origine, pays de destination, et aussi pour beaucoup d'entre eux, pays de transit. Ce qui fait qu'il y a une complémentarité entre toutes ces politiques, que ce soit politique d'un pays d'origine, politique d'un pays de destination, ou politique d'un pays de transit. Donc, ce que fait le rapport, c'est qu'il donne premièrement une photographie de la situation en termes de migration aujourd'hui. Et ensuite, nous regardons les forces qui conduisent à la migration et regardons qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous renseigne sur la migration de demain et qu'est-ce que ça nous renseigne sur les politiques à suivre pour mieux gérer ce phénomène. Donc, bien entendu, un des facteurs principaux, c'est les ajustements, et M. l'ambassadeur a parlé des inégalités entre les pays, à l'intérieur en ce qui concerne la migration interne ou entre les pays en ce qui concerne la migration transfrontalière. Donc, un facteur de prospérité, la migration comme source d'opportunités, mais aussi comme source d'égalisation des revenus de par le monde. Mais nous voulons nous focaliser sur 2 aspects que nous voulons être importants et sur lesquels nous voulons mettre un accent qui nous paraît pertinent pour la période dans laquelle nous sommes. Le premier, c'est l'aspect démographique. Nous avons donné 3 exemples de pays, mais qui représentent plus ou moins le niveau des pays qui ont un niveau de revenus équivalent. L'Italie sur la première ligne, le Mexique sur la seconde et le Nigeria sur la troisième. Et les pyramides des âges, celle de gauche sera de 1950, c'est la pyramide de 1950. Au centre, la pyramide d'aujourd'hui. Et à votre droite, les projections pour l'année 2050, sachant que les acteurs de la démographie de demain sont nés aujourd'hui. Donc, l'incertitude que nous avons sur ce genre de prédiction est plutôt faible. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'on regarde pour les pays les plus avancés, comme l'Italie, nous avons un scénario d'une population non seulement qui diminue en taille, l'Italie qui a une population de 60 millions aujourd'hui, va avoir en gros 30 millions à la fin du siècle, mais aussi une population qui vieillit. Comme autre chiffre, par exemple, en Corée du Sud, à la fin du siècle, il y aura un Coréen sur 6 qui aura plus de 80 ans. Pas 65, 80. 1 sur 6. Et donc, on s'imagine déjà le problème de besoin de santé, d'aide à la personne, pour une partie de plus en plus importante de cette population. Quand vous regardez la dernière ligne, pour une grande partie des pays à revenus plus faibles, revenus intermédiaires bas, le potentiel d'expansion de la population, et surtout d'une population jeune, est encore très élevé. Le Nigeria, par exemple, est en route pour devenir le deuxième pays le plus peuplé de la planète d'ici la fin du siècle, après l'Inde. Et au milieu, nous avons une grande partie des pays à revenus moyens qui sont déjà bien engagés dans cette transition démographique. Ils ont fait la transition démographique de 5 à 6 enfants par femme à 2 en 2 générations, alors que dans les autres pays, ça s'est fait de manière beaucoup plus lente. Et donc, ce sont des pays qui vont avoir à faire face à un vieillissement de leur population, mais aussi à un niveau de revenus qui n'aura pas eu le temps d'augmenter de la même manière que ça a été le cas pour les pays les plus riches. Donc, partir d'un pays qui est principalement un pays émetteur de migrants à aussi un pays receveur de migrants va être aussi un des grands défis pour ces pays-là. Donc, la démographie, un des facteurs qui va vraiment transformer le marché du travail global, qui va transformer la géopolitique mondiale. Un autre point qui a été soulevé, premièrement, le climat. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le climat, que ce soit par la baisse des revenus, que ce soit par les pressions sur l'habitabilité, va intensifier ces facteurs qui conduisent à la migration. Accélérer l'exode rural,
accélérer les migrations transfrontalières. Aujourd'hui, on constate que le changement climatique s'accompagne d'une migration accrue, mais surtout à de très petites distances, c'est-à-dire encore dans les confins des pays. Qu'en sera-t-il demain? Ça va bien sûr dépendre de la trajectoire du changement climatique. Ça va aussi dépendre de la capacité des pays à s'adapter et à pouvoir fournir une alternative à la migration transfrontalière, à ces populations pour lesquelles la productivité agricole, par exemple, va diminuer. Donc encore un point d'interrogation quand il s'agit de l'impact du climat sur la migration transfrontalière. Incertitude parce qu'on ne le sait pas, mais aussi incertitude parce que les politiques vont avoir un rôle à jouer pour déterminer la nature de la migration d'adaptation au changement climatique. Donc, on voulait faire dans ce rapport, c'est essayer de bouger vers une vision monolithique de la migration et reconnaître que la migration est un phénomène complexe qui est caractérisé par les attributs et les compétences de la personne qui migre, mais également par les circonstances dans lesquelles la personne migre. Donc, il y a une grande hétérogénéité, mais il y a la dignité à protéger qui est le facteur commun à tous les migrants. Premièrement, l'adéquation des migrants aux besoins de la société de destination. Ça nous donne cet angle économique très simple. Les économistes ont tendance à tout simplifier en coûts et bénéfices. Donc, cette vision compare la contribution de la main-d'œuvre au marché du travail comparée aux coûts liés à l'intégration. Donc, certains migrants auront une adéquation plus forte que d'autres et cela va conditionner leur contribution à la société et aussi la volonté de la société d'accueil à les accueillir. À côté de cette vision économique, il y a une vision plus droit international. Cette vision de droit international qui a pris forme après la Deuxième Guerre mondiale détermine l'obligation légale des pays à offrir protection internationale aux réfugiés. Si une personne a une peur légitime pour sa sécurité, si elle est renvoyée dans son pays pour des raisons de conflit, pour des raisons de persécution, pour des raisons de violence, il y a obligation du pays de destination à lui offrir l'asile. Et donc, cette vision internationale nous donne également une vision dichotomique de la migration qui est, certains ont le statut de réfugié et d'autres tombent sous la discrétion du pays de destination, à savoir leur donner droit d'accès ou les renvoyer, évidemment, de manière humaine. Et donc, lorsque vous superposez la vision économique et la vision légale, on arrive à ce que nous appelons cette matrice adéquation-motivation. Et cette matrice adéquation-motivation nous permet de distinguer les différentes formes d'immigration pour ensuite avoir une idée de la pertinence empirique, c'est-à-dire du nombre de personnes dont on parle, mais aussi chaque situation appelle à des politiques différentes. Et l'idée, c'est vraiment avoir des politiques qui sont adaptées aux personnes et aux circonstances dans lesquelles elles migrent. Et donc, on va repasser donc, les 4 cadrans que cette matrice comporte et qui sont divisés entre cette migration du travail sur les 2 cadrans supérieurs, les 2 cadrans à gauche, cette migration du travail qui est déterminée justement par cette adéquation et cette migration liée à la recherche de sécurité, à la recherche de protection nationale qui détermine si quelqu'un est réfugié. Donc l'idée est de maximiser les gains pour tous quand il y a une forte adéquation et pour les réfugiés, assurer leur pérennité et partager les coûts. Et pour cette catégorie sur laquelle je m'attarderai un peu plus, réduire la nécessité de la migration que l'on appelle la migration de détresse. Donc, revoyons ça ensemble. Donc, ce premier cas, c'est quand il y a une forte adéquation quand le migrant est une forte adéquation avec la société
de destination, c'est un espace où la politique migratoire est simple, est facile, où l'espace est moins compliqué. Il s'agit d'une migration où la plupart des migrants, la plupart de la migration est une migration économique pour lesquelles les effets économiques sont importants, non seulement pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les sociétés d'origine, à travers les transferts de fonds, à travers les transferts de connaissances, au moment du retour, etc. Et donc, l'espace pour ces pays-là, c'est comment réduire le coût de transfert de fonds et comment aussi gérer ce phénomène qui est le phénomène de la fuite des cerveaux. Certains pays le font, et le font bien, ils le font d'une manière que d'autres pays peuvent l'émuler, comme les Philippines, comme le Bangladesh, qui prennent la migration comme partie intégrante de leur stratégie de développement, et donc qui incorporent tous ces aspects dans leur stratégie. Pour les pays de destination d'eux-mêmes, l'espace est encore un espace confortable, où la question est de maximiser les bénéfices que la migration apporte, tout en minimisant les coûts. Et en particulier, maximiser les bénéfices, c'est donner un accès au marché du travail, une reconnaissance des qualifications, lutte contre la discrimination, et aussi, dans les rares cas où la migration a un effet sur le marché du travail local, compenser les populations qui sont affectées. Et encore une fois, on voudrait mettre l'accent de manière non équivoque que, quelle que soit la manière à laquelle on regarde les données, l'impact de la migration sur le marché du travail local est négligeable. Et la raison pour laquelle c'est négligeable, c'est parce que le travail migrant est pour la plupart des cas complémentaire avec les compétences nationales. Et donc, l'afflux de travail immigrant va augmenter et non diminuer la productivité des nationaux. Donc, quand l'adéquation est forte, nous sommes dans un espace de politique assez confortable. Lorsqu'on arrive maintenant au cas des réfugiés qui n'ont pas la capacité ou qui sont moins en adéquation avec les demandes du marché du travail, deux choses. La première, c'est une responsabilité globale, donc le besoin d'un partage des coûts, d'un partage des responsabilités au niveau global, mais également, dans ce partage-là, comment faire en sorte qu'il y ait une augmentation de cette adéquation-là. Il y a une grande différence, comme c'est le cas dans certains pays, à mettre les réfugiés dans des camps, sans leur autoriser une mobilité, sans leur autoriser un accès au travail. Une grande différence avec d'autres pays comme le Bangladesh, comme la Colombie, où dès que les réfugiés vénézuéliens sont arrivés, il y a une légalisation, il y a une autorisation d'accès au marché du travail, et il y a eu autorisation de mobilité interne. Au-delà de ça, les services sociaux ont été complètement intégrés dans les services nationaux. C'est un phénomène que l'on voit, c'est des politiques que l'on voit également dans le cas des réfugiés ukrainiens en Europe. Et donc, il y a un espoir que les bonnes pratiques commencent à émerger et un consensus politique sur la faisabilité et la désirabilité de telles politiques est en train espérons-le, est en train d'émerger. Finalement, le dernier cadran, qui est le cadran le plus complexe, c'est le cadran qui, de notre point de vue, est l'origine de beaucoup de controverses de nature politique, c'est la migration qu'on appelle la migration de détresse. Donc, cette migration de détresse, c'est la plupart des cas, c'est la migration de personnes pour lesquelles l'adéquation avec les marchés du travail des pays hôtes est faible et en même temps n'ont pas les conditions qui leur donneraient le statut de réfugié. Une grande partie, par exemple, des migrants qui sont à la frontière sud des États-Unis et qui est en train de faire la une des journaux outre-Atlantique, et certainement, ou le cas d'un grand nombre de migrants venant d'Afrique subsaharienne qui traversaient la Méditerranée, que ce soit depuis les années 2015 jusqu'à maintenant. Et donc, cette migration de détresse est une migration qui non seulement pose un problème humain, mais d'un point de vue administratif, on a deux systèmes, qui est un système pour les réfugiés, un système pour les migrants, qui, utilisant le canal d'accès par la charge d'asile, crée un effet de congestion qui
in fine, créer ce sentiment qu'il y a une perte de contrôle aux frontières. Et donc, dans ce cas-là, trois pistes de réflexion sur lesquelles on se penche. La première, c'est étendre la protection. Dans certains cas, comme ça a été le cas pour Haïti après le tremblement de terre, que c'était le cas pour le Honduras après les cyclones, offrir une protection temporaire, une protection complémentaire pour les cas qui ne méritent pas le cas de réfugié, mais qui ont une forte demande de protection internationale. Le deuxième cas est un cas où, et c'était une expression qu'on m'a faite aux États-Unis, si vous voulez un mur plus haut, il faut une porte plus grande. Et l'idée d'augmenter les voies d'entrée légales pour changer les incitations de ceux qui voudraient migrer. Et finalement, la troisième piste de réflexion est poser la question du rôle du développement. Quel est le rôle du développement en fournissant aux migrants potentiels une alternative à une migration risquée, à l'alternative à une migration désordonnée. Donc voilà, en résumé, si vous voulez, le message principal que l'on veut transmettre, c'est que la migration étant un phénomène complexe, demande des politiques qui soient adaptées aux caractéristiques de chacun et aux circonstances dans lesquelles chacun migre. Mais changer la politique migratoire, c'est changer comment on fait de la politique. 3 points. Le premier point, et Monsieur l'ambassadeur a mis l'accent dessus, c'est renforcer les coopérations bilatérales et multilatérales. Bilatérales dans le cadre de la migration de travail, où, comme une migration met en relation un pays d'origine et un pays de destination, des accords renforcent la coordination entre les deux bouts de cette chaîne migratoire. Renforcer la coopération multilatérale quand il s'agit des réfugiés et du problème de bien public que cela constitue. Et le deuxième point, et j'étais ravi de découvrir que c'était aussi une préoccupation de nos collègues de l'AFD, les instruments de financement. Encore une fois, les migrants sont des personnes qui n'ont pas la citoyenneté du pays dans lequel ils sont. Donc, il y a un décalage entre les incitations des gouvernements et l'intérêt même des migrants. La manière à laquelle nos institutions interviennent, c'est justement utiliser un instrument financier pour corriger ce décalage. Et troisième point, une prise de décision qui prend plus de voix en compte. Et je ne parle pas seulement des voix des migrants ou des réfugiés eux-mêmes, mais des partenaires sociaux. Parce que la migration, c'est aussi une affaire du marché du travail, et pas nécessairement non plus une affaire juste sécuritaire ou une affaire de frontières et de police. Donc, voir plus de personnes à la table de négociation pour avoir une politique migratoire qui soit plus en adéquation avec les besoins des pays de destination. Donc voilà, je vous ai présenté là un résumé de notre rapport. Nous avons un résumé en 4 pages, un résumé en 20 pages et pas un résumé en 200 pages. Donc, vous pouvez voir ça sur notre site. Donc, je voudrais mettre là juste pour amorcer peut-être la discussion qu'on va avoir, les principaux points à retenir. Premièrement, la migration a formé notre civilisation, elle va continuer à la former. Deuxièmement, il y a 2 espaces qui sont bien distincts. L'un où l'adéquation entre le migrant et la société d'accueil est forte, et donc c'est un espace où les politiques sont plutôt simples à mettre en place. Et le deuxième, c'est le problème international, le problème quand l'adéquation est plus faible, entre le problème des réfugiés ou le problème de la migration de détresse. Et enfin, le dernier message, c'était la diapositive avant, c'est trouver de nouveaux instruments, trouver de nouvelles voies pour pouvoir faire une politique différente afin d'avoir des politiques migratoires différentes. Je vous remercie et puis à une discussion aussi intéressante. Merci beaucoup. Je vais inviter peut-être Catherine Vitol de Wenden, Mathieu Tardis, peut-être rester aussi avec nous et pour vous installer sur les différentes chaises. Magali également, si tu peux venir à mon secours, merci. Donc on va
on va rentrer dans la discussion sur ce rapport, donc en donnant l'occasion à nos deux invités académiques, Catherine Vitol de Wenden et Mathieu Tardis, de commenter ce rapport. Je vous poserai peut-être une question à choix multiples, ou en tout cas réponse possible multiple. D'abord, qu'est-ce que vous a inspiré la présentation de ce cadre un peu général sur adéquation, motivation? Motivation, peut-être une tonalité un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est pas la motivation du sportif, mais c'est la motivation au sens légal. Donc peut-être si vous vouliez commenter ce cadre général. J'indique d'ailleurs que le rapport permet de rentrer dans un degré de finesse aussi encore plus grand pour regarder d'autres aspects des migrations. Vous pouvez le commenter. Et puis peut-être un mot, c'est plus un intérêt personnel, mais sur la manière dont vous voyez l'évolution de la recherche sur les phénomènes migratoires internationaux. Voilà, donc vous pouvez choisir en partie vos questions. Je vais vous passer d'abord la parole, Catherine, et ensuite notre deuxième intervenant. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette réflexion et avec la chance de pouvoir assister à la présentation de ce rapport en présence aussi de l'ambassadeur des migrations. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était tout à fait original, intéressant, ce tableau à double entrée, ce qu'aiment beaucoup les économistes. En même temps, avec peut-être des aspects qui sont sous-estimés, si j'ose dire, puisque c'est un travail surtout d'économistes, de démographes éventuellement, la dimension politique. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte, dans les grands pays d'immigration du monde, quelques pays européens comme la France, l'Allemagne, on a parlé de l'Italie, mais aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon et beaucoup d'autres. En fait, on est dans un contexte où il y a une résistance de l'opinion publique, de l'électorat, dans ces démocraties très très fortes, à faire passer ces messages que vous nous donnez aujourd'hui en disant que l'immigration est un bien public mondial, comme vous le présentez, c'est un bien pour les pays d'accueil, pour les pays d'origine, pour les migrants eux-mêmes, et comment faire en sorte qu'on puisse maximiser les gains de cette mobilité qui est de toute façon inéluctable et qui est liée à des facteurs démographiques, climatiques et aussi politiques, puisque vous avez parlé des réfugiés. Donc tout ça me paraît tout à fait intéressant, mais quelle est la faisabilité? Le risque, c'est d'avoir une sorte d'écart entre ces intentions et ces politiques qui ont été parfois en partie menées, et puis les politiques publiques qui sont menées sur les migrations. Aujourd'hui, on a un projet de loi, je parlerai un tout petit peu de la France, mais on a un projet de loi sur l'immigration qui est essentiellement sécuritaire. Le ministre qui s'occupe des migrations internationales, c'est le ministre de l'Intérieur en France. À Bruxelles, on a eu très longtemps des commissaires européens qui étaient d'anciens ministres de la Défense. Donc on est dans le sécuritaire. Le pacte européen sur l'immigration et l'asile, ses principaux points sont du sécuritaire. Il ne faut pas l'oublier. Comment est-ce qu'on peut concilier ça avec cette dimension tout à fait rationnelle, généreuse, équilibrée que vous présentez? Donc ça, c'est un premier aspect qui me paraît tout à fait préoccupant, parce que la faisabilité de votre plan est quand même soumise à une certaine acceptation des citoyens. Donc il y a tout un travail en amont d'éducation au phénomène migratoire, de banalisation de ce phénomène, alors qu'on est dans un contexte de dramatisation en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il faut penser aux nativistes et notamment en Europe du Nord aussi. C'est tout à fait inquiétant ce qui se passe. Donc ça, c'est un problème majeur, parce que le sécuritaire aujourd'hui est devenu un des aspects les plus inquiétants pour la mise en œuvre d'une politique rationnelle des migrations, et je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. Alors, il y a aussi d'autres aspects qui me paraissent intéressants, c'est que vous parlez des migrants en détresse, mais beaucoup de ces migrants en détresse sont le fruit des politiques dissuasives. C'est-à-dire, si on a dans les administrations l'idée que finalement, il faut surtout, il y a un appel d'air, donc il faut lutter contre l'appel d'air, il faut traiter les gens le plus mal possible pour qu'ils s'en aillent, ce qu'a dit un préfet en France dans la région du Nord-Pas-de-Calais, etc., etc. On est quand même dans un contexte qui favorise pas du tout une approche généreuse, redistributive de ces migrations. Beaucoup des déboutés du droit d'asile qui ne sont pas nécessairement, qui pourraient bénéficier d'une
d'une protection temporaire. On a vu qu'on en était capable, par exemple, avec l'Ukraine, dans beaucoup de pays européens, eh bien, ils se retrouvent dans la rue. Et ils se retrouvent dans la rue parce qu'on leur dit, à la différence des Ukrainiens, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'accès aux droits, etc. Et là, c'est un gâchis humain colossal et aussi, bien sûr, d'un point de vue du quotidien des personnes, c'est un gâchis économique pour eux, mais aussi pour les métiers qu'ils pourraient remplir. Donc là, je crois qu'il y a un aspect sur lequel il faut réfléchir, la dimension, l'accent mis sur la dissuasion, la répression, le contrôle est surdimensionné par rapport à l'approche que vous présentez, qui est une approche, disons, rationnelle et positive de la migration. On est beaucoup plus dans le négatif, dans les opinions publiques, dans les peurs, etc., dans la soumission aussi des décideurs, puisque vous m'avez posé la question, au sondage d'opinion, je crois que c'est un petit peu ça, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Qui des décideurs ont lu vos rapports, ont lu les travaux qu'on fait en tant que chercheurs, etc., qui sont à peu près tous d'accord sur leur diagnostic, et vous aussi, vous êtes souvent en phase avec tout ce qu'on écrit par ailleurs. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai problème de rencontre, en fait, entre le sachant, si j'ose dire, et le politique pour le processus de décision. Et tant qu'on n'aura pas trouvé cette rencontre, on aura beaucoup de mal à évoluer dans une approche de traitement de la migration comme bien public mondial. Voilà un petit peu globalement ce que je voulais dire. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont été inspirées par la lecture de ce rapport que je trouve tout à fait riche. Il ne faut peut-être pas non plus, sur la dimension démographique, surestimer les aspects, disons, inquiétants, parce que, comme ça a été dit d'ailleurs, l'évolution, ça va très très vite. Donc, les profils pour 2050, même si une grande partie de la population est déjà née, en termes de croissance de la population, seront différents de ce qu'on a aujourd'hui, ni le climatique. Le climatique, bien sûr, aujourd'hui, on a, vous indiquez à peu près 37 millions de migrants climatiques, certains disent une 50aine de millions, la plupart sont des migrations internes, sud-sud, etc., mais c'est surtout une migration interne pour les 2/3. Donc, ce n'est pas nécessairement une migration qui va traverser les frontières et qui va affecter considérablement les migrations internationales. Donc, tout ça, c'est très important. Et puis, sur les passeurs, tant qu'on aura des politiques très restrictives, tant qu'on aura une partie de l'immigration qui est fermée, c'est quand même le cas dans beaucoup de pays européens. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un système, dans beaucoup de pays européens, dont la France, où l'immigration de travail salarié a été suspendue depuis 1974 et que beaucoup ne veulent absolument pas revenir sur ce dogme. Eh bien, on aura un détournement de l'usage de l'asile pour chercher du travail. Et dans ce cas-là, on ne sera plus du tout dans les présentations claires que vous faites, mais des flux mixtes, des situations un petit peu floues, si j'ose dire, des personnes qui ne sont pas nécessairement infondées à demander l'asile, mais qui ne correspondent pas nécessairement au profil exact de la Convention de Genève et qui, dans une politique dissuasive, se retrouvent sans papier. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a 50 millions de morts en Méditerranée et beaucoup aussi à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est ça aussi le bilan des politiques migratoires mues par la peur. Ah bon. Merci Catherine. Avant de passer la parole à Mathieu, j'insiste quand même sur un point qui me semble important. Dans ce rapport de recherche, certes, mais je trouve quand même une évolution par rapport à des publications antérieures pour, y compris, sortir d'un déni qui peut exister dans la recherche sur la réalité politique du débat en Europe, aux États-Unis, au Japon, voire dans d'autres pays, et donc ne pas présenter non plus un paysage qui serait idyllique du point de vue de l'adéquation entre la recherche, les politiques publiques et les décideurs. Donc, j'avais que non seulement les perceptions, mais aussi des difficultés objectives qui peuvent se poser sont aussi traitées au-delà de la matrice plus théorique ou en tout cas globale qui a été présentée. Voilà, peut-être, Mathieu, quelques réactions? Oui, dans la continuité de ce que Catherine et ce que vous venez de dire, oui, le rapport est intéressant aussi dans ce cadre-là, dans cette perspective-là. Elle pose aussi les questions d'opinion publique, de politique restrictive, de manière dont les gouvernements peuvent aussi aborder les questions d'immigration comme un facteur de cette matrice, y compris les discriminations. Parce que quand on parle aussi de la question très tournée vers l'emploi aussi, et vers l'apport économique, bien sûr que les discriminations ont un impact aussi sur les capacités ou les apports économiques que des
populations étrangères ou en situation de migration peuvent avoir. Et je pense, et dans la continuité de ce que disait aussi Catherine, c'est cette question de la rencontre entre le sachant et le décideur politique. C'est-à-dire que les chercheurs, les études, elles visent à essayer d'analyser, bien sûr, normer, catégoriser, proposer peut-être pas suffisamment, et je trouve ça intéressant aussi que ce rapport propose, où certains chercheurs justement veulent remettre en cause les normes, les catégories, à l'inverse. Donc on a un peu les économistes qui vont mettre dans des cases, et d'autres comme les sociologues, je schématise bien sûr, qui vont essayer de sortir des cases. Moi, à titre personnel, j'ai plus une formation juridique, donc je me rapproche peut-être plus de l'économisme, mais je fréquente depuis trop longtemps ou très longtemps des sociologues ou des politistes, donc je suis un peu schizophrène sur ces questions-là moi-même, mais c'est ça la recherche. Derrière, c'est comment cette recherche-là, elle est comprise, elle est lue, perçue, instrumentalisée. Il y a aussi beaucoup de mauvaise foi dans la manière dont des responsables politiques, et pas que, l'opinion publique ou des relais d'opinion peuvent aussi lire et comprendre ou vouloir comprendre cette recherche. Et donc, peut-être l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on transmet et on diffuse ce rapport comme plein de recherches qui existent, et il y en a de plus en plus, et c'est, je pense, à une évolution positive sur les enjeux de migration, que ce soit à des niveaux nationaux, européens ou internationaux. Et c'est aussi là où je prends un exemple peut-être un tout petit peu différent. Je me rappelle à la chute de Kaboul, le HCR avait diffusé ses plans de réponse, de prévision, de quels étaient les besoins, et donc ils avaient mis en prévision potentiellement, mais pour préparer leurs opérations, 500 000 Afghans qui quitteraient l'Afghanistan. Et ça a été repris dans beaucoup de médias français pour dire il va y avoir 500 000 Afghans qui vont arriver en Europe et en France. Alors que c'est pas du tout ce qui était écrit. Mais c'est aujourd'hui malheureusement la réalité en fait de notre travail à nous tous, y compris des institutions. Ce que j'ai aussi, du coup aussi, et je pense qu'il va falloir insister là-dessus quand vous allez diffuser et transmettre ce rapport, c'est finalement le poids des politiques publiques sur cette matrice. Et je pense que vous l'indiquez très clairement, et c'est ça qu'il va falloir mettre en avant, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une vision utilitariste des personnes en situation de migration, qu'elles soient réfugiées ou autres, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont apporter quelque chose, c'est aussi que les politiques qui les concernent les permettent finalement de bouger dans cette matrice. Il y a la question de la régularisation, de passage de l'irrégularité à la régularité, et l'accès aux droits, et notamment l'accès au travail, et dans le contexte occidentaux européen, beaucoup la question de l'accès aux droits, notamment et le travail des demandeurs d'asile. Et donc ça, de bien mettre en avant que les politiques migratoires, elles ont un impact sur l'apport que peuvent avoir ces populations dans nos sociétés. Donc, merci beaucoup pour ces commentaires. Je pense qu'un des objectifs principaux de cette matrice, et je suis économiste, donc je suis fautif, c'est la manière de penser. C'est vraiment, on voudrait introduire de la granularité dans la migration. Il n'y a pas un réfugié, il n'y a pas un migrant. Sur un bateau qui traverse la Méditerranée, ce n'est pas la même personne, c'est une panoplie. Et les pays de destination ont un intérêt à pouvoir maximiser les gains de rendre ces personnes actives. Et donc, introduire un peu de granularité, c'est vraiment l'objectif principal que ce genre d'analyse apporte. C'est sortir de cette politique de uniforme qui s'applique à tout. Donc, on va limiter l'accès à certaines catégories socio-professionnelles dont on a besoin parce qu'il y a un amalgame avec une autre catégorie socio-professionnelle ou d'autres types de migration que l'on a jugé non désirables. Donc, chaque type de migration doit avoir l'instrument politique adapté à la circonstance et aux personnes. Et c'est le message principal qu'on essaye de convier à travers cette matrice. Peut-être je vais poser une question, mais alors pour Magali, cette fois-ci, on a évoqué les politiques publiques qui peuvent permettre de maximiser soit des
gains économiques, mais on pourrait aussi parler de bien-être des personnes, ou à contrario de réduire soit des dommages ou des concurrences économiques ou des souffrances individuelles. Peut-être on pourrait aussi donner quelques exemples de politiques publiques ou de projets qui peuvent participer à l'un ou l'autre des objectifs, puisque ça fait partie des missions, cette fois-ci du côté des opérations de l'AFD, mais c'est la même chose à la Banque mondiale. Donc peut-être Magali aussi lancer une discussion sur la nature même des politiques publiques ou des projets qui peuvent permettre d'accompagner les migrations et les migrants. Oui, absolument. Merci Thomas. Et effectivement, bonjour à toutes et tous et merci encore pour ce travail de recherche qui est très dense. Comme l'a dit Thomas tout à l'heure, moi je suis plus le pendant opérationnel du débat et des discussions autour des migrations aujourd'hui à l'AFD. L'AFD effectivement finance un certain nombre de projets en appui aux politiques publiques migratoires, à la gouvernance des migrations, et c'est un point qui est très important. On a à la fois des projets qui sont ciblés sur effectivement les mouvements transfrontaliers. Je pense notamment à un projet entre le Cameroun et la RCA où justement on appuie les communautés côté camerounais à accueillir les flux issus de la crise migratoire centrafricaine. On a aussi des projets en Colombie qui accompagnent notamment la protection des femmes et des filles dans le cadre de la crise migratoire vénézuélienne. Donc, c'est effectivement des sujets sur lesquels on est très sensible et on a un portefeuille croissant. Mais donc, du coup, justement, vous le mentionniez bien dans le rapport, 43% des migrants sont accueillis par des pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est évidemment nos pays d'accueil, de travail, et ce sont avec ces pays-là que nous, on tisse des partenariats. Et donc, je voulais vous demander, Catherine, Witold de Wenden et Mathieu Tardis, comment est-ce que vous voyez l'usage de cette matrice, justement, dans ces pays où, effectivement, on n'a pas beaucoup de données, donc pas beaucoup de données fiables. Donc, comment est-ce qu'on monte une politique publique dans le domaine de l'immigration sans données? Comment est-ce qu'on peut appliquer cette matrice qui est produite par le rapport d'aide à la décision avec, encore une fois, un manque de données? Et comment un bailleur comme l'AFD peut accompagner au mieux ces pays partenaires à monter des politiques publiques qui font des migrations un véritable facteur de développement? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très intéressante question. Alors, tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'au Sud, j'ai fait un atlas des migrations en plusieurs éditions successives, et ce dont je me suis aperçue au fur et à mesure de ces atlas, c'est qu'au Sud, on a très, très peu de politique migratoire. La plupart des pays du Sud n'ont aucune politique migratoire. Il y a 50 pays qui sont non signataires de la Convention de Genève. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, on tolère les allées et venues des migrants. Moi, j'ai lu beaucoup de thèses, puisque ça fait partie de mon métier. J'en ai dirigé quelques-unes aussi sur ces sujets. C'est une sorte de tolérance à l'égard du va-et-vient. On est dans le va-et-vient de toute une série de personnes au fur et à mesure des crises. Et je pense que le rapport, qui est très riche, vraiment bravo pour ce travail, il sous-estime peut-être l'importance des crises politiques, des guerres civiles, etc., sur les facteurs de mobilité, parce qu'aujourd'hui, les gros chiffres de migration dans le monde, c'est de la mobilité forcée, c'est l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Venezuela, donc et puis bien sûr l'Ukraine. Donc, et ça, c'est très difficile à prévoir. On peut prévoir un peu la démographie, on peut prévoir éventuellement les effets des crises climatiques, mais on ne peut pas prévoir les crises politiques. On ne sait pas où ça va exploser demain. On sait que ça va mal dans quelques endroits, mais quand, pourquoi, c'est difficile à prévoir. Donc ça, c'est très difficile. Et d'autre part, ça survient dans des pays qui n'ont aucune politique migratoire. Donc il y a beaucoup de sans-papiers. Il y a quelques pays qui ont commencé un peu timidement, mais quand même à régulariser leurs sans-papiers. Par exemple, au Maroc, on a un début de tentative de régularisation des sans-papiers. Mais dans l'ensemble, ces pays qui étaient des pays de départ le sont restés pour beaucoup. Ils sont aussi des pays de transit, comme vous l'avez dit. Ils sont aussi des pays d'accueil. Donc ça, c'est très difficile à gérer. Et souvent, eux-mêmes ne gèrent pas. En fait, les nouveaux arrivants, ils viennent se fondre, ce qu'on appelle les transmigrants, dans l'informalité des activités qu'ils trouvent dans la segmentation du marché du travail. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a une tolérance, parce que souvent, les pays d'accueil eux-mêmes ont produit des réfugiés, donc ils tolèrent les réfugiés qui viennent souvent du pays d'à côté. Puis après, les gens repartent au fur et à mesure des flux et reflux des crises.
On l'a vu, on le voit au Soudan, par exemple, on a eu des pics et puis une retombée, puis à nouveau un pic, etc. Certains sont partis au Tchad, voisin, ou en Ouganda, etc., ou en Égypte. Et puis, donc, ce genre de confusion, on la trouve beaucoup aussi à l'intérieur du continent africain, où il y a une intense mobilité. Et je crois qu'il faut aider peut-être les pays du Sud à développer des politiques migratoires. S'ils veulent entrer dans la rationalité qui est proposée dans le rapport pour maximiser les gains de la migration pour les pays d'accueil du Sud, pour les pays de départ du Sud et pour les migrants Sud-Sud, il faut qu'ils adoptent des politiques migratoires avec une migration de travail, une migration d'études, une migration de réfugiés, etc. Donc, et une régularisation, bien sûr, des sans-papiers pour éviter l'errance dans laquelle se trouvent les personnes. Il y a énormément d'errance au Sud, notamment autour de la reconnaissance du droit d'asile, comme je vous disais, puisque beaucoup de pays ne sont pas signataires de la Convention de Genève, et donc les gens se retrouvent sans rien. Si, pour moi, je vais me concentrer sur la question des réfugiés, qui est peut-être très spécifique, mais c'est mon sujet principal d'études, de recherche également. Et surtout si la problématique derrière la question des flux migratoires n'est pas tant le volume des flux migratoires. Enfin, ils sont finalement à l'échelle mondiale extrêmement faibles. C'est peut-être plutôt les déséquilibres qu'il y a dans ces flux. Là, des perceptions qu'on peut en avoir, c'est le cas notamment ici en France, puisque les flux migratoires vers la France sont relativement modérés. Et c'est particulièrement vrai pour les réfugiés. Finalement, les pays du Nord, dits du Nord, ou les pays riches, si on met aussi les pays, encore plus si on met les pays du Golfe, c'est principalement l'immigration de travail et donc des personnes qui viennent, a priori, à première vue, en tout cas travailler. Ça veut dire que les réfugiés ne vont pas travailler, ils travaillent aussi. Et les pays les plus pauvres, et particulièrement les pays très pauvres, accueillent un nombre assez disproportionné de personnes réfugiées. Et si là je reprends des chiffres du HCR, les réfugiés dans le monde, c'est 41% des enfants. Donc se pose la question de l'éducation, parce que ces personnes restent dans ce pays ou dans quelques années rentrent dans leur pays d'origine, la question de l'éducation, c'est une question de l'avenir, du développement du pays d'accueil ou du pays d'origine. Encore faut-il savoir qui sont les réfugiés. Et il y a l'enjeu d'inciter un maximum de pays à ratifier la Convention de Genève, parce que c'est un cadre international et qui permet ensuite à la communauté internationale de pouvoir intervenir aussi dans ces pays-là. Mais on voit même dans des pays qui peuvent ratifier, c'est qu'il peut y avoir des questions politiques internes sur lesquelles les agences de développement et ni même les organisations des Nations Unies peuvent toujours avoir un impact. C'est derrière combien de personnes on met derrière ce terme-là. Je prends un exemple, encore une fois, des Afghans, désolé, au Pakistan. Il y a officiellement 1 million de réfugiés afghans au Pakistan. Officieusement, il y a beaucoup plus d'Afghans au Pakistan, soit parfois en situation irrégulière, mais les autorités pakistanaises ne veulent pas reconnaître le statut de Pakistan pour des raisons politiques. Mais derrière, ensuite, quand on veut mettre en place des politiques de solidarité et au niveau international envers les réfugiés, il nous manque une partie des besoins des personnes et donc des besoins derrière. Et notamment, pour revenir à des politiques peut-être plus d'immigration, mais qui sont aussi en lien avec cette solidarité internationale, ce que vous mentionnez aussi des voies légales, et donc dans le cadre de la question des réfugiés, il y a des programmes internationaux on parle de réinstallation des réfugiés. Après, il y a d'autres voies complémentaires pour des réfugiés, notamment des étudiants, ou on parle des couloirs humanitaires, ce qui se fait de plus en plus, notamment en France, en Europe, et puis bien sûr l'exemple canadien qui est toujours l'exemple un peu à part, et un peu le modèle. Encore faut-il qu'on ait accès à ces personnes-là. Et donc peut-être déjà de savoir où sont les réfugiés, d'inciter les pays à les nommer réfugiés, à les reconnaître comme réfugiés, peut-être aussi un premier pas qui permet un premier accès aux droits, compris et particulièrement à la question de l'éducation. 48% aussi des réfugiés dans le monde sont des femmes et des filles. Je ne veux pas dire que les femmes sont forcément plus vulnérables, mais il y a aussi
malheureusement, encore une fois, une différence dans le monde sur le rôle qu'on assigne aux femmes et aux hommes. Et donc, c'est aussi là où peut-être des agences peuvent, comme l'AFD notamment, peut intervenir. Antoine, vous voulez dire réagir? Sinon, on va passer à la séance des questions aussi, des échanges avec la salle et peut-être recevoir quelques questions en ligne. Vous vouliez rebondir sur la discussion ou je prends des questions dans la salle peut-être? Prenons les questions dans la salle. Ok, donc je vais vous demander donc si vous souhaitez parler, vous exprimer, de lever la main. On va vous donner un micro et présentez-vous bien puisque nous avons un public également en ligne qui ne vous voit pas. Donc merci si vous posez une question d'indiquer qui vous êtes. Voilà, je me tourne vers la salle. Est-ce qu'il y a la première question, toujours la plus difficile. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, faire un commentaire ou poser une question ici? Alors, Catherine a une question. Je ne sais pas si vous la posez à vous-même. Parce que j'ai été intéressée par vos propositions. Effectivement, étendre la protection, ça me paraît indispensable dans toute une série de cas où finalement il y a un déséquilibre, un décalage entre la situation des gens, objectifs, sociologiques, etc., puis les cases juridiques dans lesquelles ils sont censés entrer, notamment pour les réfugiés. Donc, s'ils n'entrent pas nécessairement dans le cadre de la Convention de Genève, il faut développer, comme on l'a fait pour les Ukrainiens, mais pour d'autres aussi, on le fait moins, des formes diverses de protection temporaire qui permettent l'accès à des droits. Peut-être pas aux droits des réfugiés, mais à des droits pour que les gens ne soient pas dans l'errance. Donc ça me paraît très important. La deuxième solution que vous proposez, à laquelle j'adhère totalement depuis très très longtemps, puisque j'ai même écrit un livre là-dessus, qui s'appelle « Faut-il ouvrir les frontières ?», c'est augmenter les voies d'entrée légales. Il ne faut pas oublier que les 2/3 de la population mondiale ne peuvent pas circuler librement à cause du système des visas. Et plus vous êtes originaire d'un pays qui représente un risque migratoire pour les pays d'accueil, moins vous avez de la chance d'avoir des visas. Donc les plus mal lotis, si j'ose dire, on les a cités, c'est les Afghans, c'est les Somaliens, les Érythréens, etc. Des gens qui peuvent aller nulle part parce qu'avec leur passeport, comme ils disent eux-mêmes, notre passeport ne vaut rien. Donc ça, c'est un problème majeur parce que plus on a d'oukases sur les possibilités de mobilité de ces gens, plus on se développent les réseaux de passeurs. Donc, si on a d'autres voies de mobilité légale pour plus de personnes, notamment pour une migration économique, parce qu'on n'a pas seulement besoin de maximiser les chances avec des très très qualifiés, mais aussi on a besoin, c'est le cas du Japon, de gens peu qualifiés. C'est ça et dans nos sociétés assez sophistiquées, on a aussi besoin de gens peu qualifiés qui font défaut souvent dans les pénuries de main-d'œuvre. Donc ça, je crois qu'il faut prendre en compte ce phénomène-là, mais les populations d'accueil sont toujours très réticentes à l'égard de l'idée de faire entrer des peu qualifiés, même si souvent ils les emploient de façon irrégulière. Donc ça, je crois que c'est une réflexion qu'il faut avoir là-dessus. Augmenter les voies légales, ça permet de limiter la crise qu'on appelle la crise de l'asile, c'est-à-dire la crise de la détermination du statut de réfugié, parce que les gens ne correspondent pas nécessairement à la Convention de Genève. C'est une migration volontaire ou forcée, on ne sait pas très bien. Donc, ça crée toute une série de zones troubles, de zones d'ombre. Et si plus de gens, comme autrefois, c'est-à-dire avant 1974, dans les pays européens, avaient la possibilité de venir pour travailler légalement, on tuerait une grande partie des réseaux de passeurs, notamment en Libye et en Méditerranée ou en mer du Nord. Et en même temps, on aurait une situation beaucoup plus claire de l'asile parce que les gens correspondraient mieux au statut de réfugié, les autres ayant candidaté sur le marché du travail. Merci Catherine. Alors j'ai reçu un certain nombre de questions en ligne. Je vais essayer de les distribuer. Une question peut-être pour vous dans les phénomènes migratoires internationaux. Est-ce qu'il y a un profil spécifique pour les femmes? Comment est-ce qu'a évolué la proportion et le profil des femmes dans l'immigration internationale? Une question qui s'adresse plutôt à Magali Kretman sur le rôle des diasporas. Peut-on accompagner les diasporas dans le développement de leur pays d'origine? Une question plutôt sur la dimension légale, juridique, sur les migrations climatiques. Donc aujourd'hui, comme ça a été dit, il n'y a pas de statut de réfugié climatique. Est-ce que peut-être vous pouvez élaborer un peu sur cette question? Je vois la question: à quand le statut de réfugié climatique? Donc c'est une question qui oriente un peu sur la réponse, mais à quand? Mais y aura-t-il un statut de réfugié climatique ou pas? Et peut-être quand? Dans ce cas-là, je vous poserai ces trois questions. Donc peut-être la première pour vous sur les migrations, notamment des femmes et l'évolution des profils des migrantes.
Donc déjà, la migration des femmes, je vais commencer par le contexte conflit-persécution. La migration est une manière d'échapper conflit-persécution et les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables en cas de conflit-persécution. Mais le revers de la médaille, c'est que la migration elle-même est source d'un grand nombre de vulnérabilités et de dangers pour ces mêmes femmes et enfants. Donc cette tension entre l'opportunité et le risque, c'est le nouveau profil c'est le nouveau défi qu'il faut prendre en compte dans ce cas-là. Je vais vous donner un exemple très précis. Lorsque la crise en Ukraine a commencé, nous avons briefé notre management sur la question et nous avons mis en exergue deux choses: protection des femmes contre l'exploitation sexuelle et les enfants doivent aller à l'école immédiatement. C'était les deux priorités que de notre côté, on voyait comme équipe qui travaillait actuellement sur le sujet, qui étaient absolument les deux priorités. Le reste étant un peu plus les politiques habituelles conduites par le HCR. Donc ça, c'est le côté migration forcée, migration de détresse. Le deuxième point, vous parlez des profils, je pense que ça dépend vraiment des contextes. On voit par exemple, venant d'Asie, une migration de plus en plus de femmes éduquées. Donc il y a un changement de profil de la migration en termes de la migration pour l'éducation. Et aussi, pour certains pays, aussi une migration où les femmes vont dans un pays où les normes sociales sont plus en faveur d'une égalité des genres. Donc on voit de plus en plus cette migration qui est aussi non seulement une migration économique, mais une migration vers des pays où les normes sont plus favorables. Oui, peut-être. Merci beaucoup pour cette question sur les diasporas. Effectivement, l'AFD accompagne le sujet diaspora depuis longtemps. On a une profondeur de champ. Je crois que c'est depuis environ le premier projet date de 2010. Donc, on a quand même un peu de recul par rapport à cette question-là. Aujourd'hui, c'est la moitié du portefeuille de l'AFD sur l'immigration qui est consacré, dévolu à l'accompagnement des diasporas. Et de façon très schématique, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est pour éclairer le propos. En fait, on a deux approches. Une première approche, c'est on accompagne les entrepreneurs de la diaspora. Et donc, on a des projets comme, des projets assez emblématiques, Meet Africa, qui est un projet régional où on accompagne les entrepreneurs techniquement et financièrement à investir dans leur pays d'origine. On a des pays aussi, des projets pays où on accompagne des entrepreneurs malgaches ou comoriens à investir, dans leur pays d'origine sur des projets économiques. L'autre moyen aussi d'accompagner les diasporas, c'est les diasporas investissent aussi de façon solidaire, c'est-à-dire que beaucoup de la population diasporique peut, on va dire, compenser l'absence de services publics essentiels dans certaines régions et donc financer des bâtiments scolaires, des centres de santé. C'est évidemment extrêmement important et c'est très cohérent avec ce que l'AFD finance par ailleurs en matière de politique publique. Et donc, on a des programmes où on accompagne ces financements sur un schéma, 1 euro de la diaspora, c'est 1 euro apporté par l'AFD pour compléter et passer à l'échelle ces financements sociaux qui sont très importants et qui nous semblent être un vecteur aussi très fort de développement. Merci Magali. Donc j'avais une question sur les réfugiés climatiques, oui ou non, peut-être soit pour Catherine ou Mathieu, vous choisirez. Et puis une autre question également en ligne sur la perception des migrants au sud. Cette fois-ci, vous en avez parlé Catherine, s'agissant des pays notamment européens, mais moins dans les pays du sud. Bon, on peut avoir en tête quand même des épisodes récents avec des polémiques notamment intra-africaines avec la Tunisie. Donc peut-être deux questions. Qui veut se lancer le premier ou la première? Sur les réfugiés climatiques. Je vais répondre peut-être sur les réfugiés climatiques, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a eu une première initiative qui a eu lieu à Genève en 2011, qui s'appelait l'initiative Nansen, pour essayer de réfléchir sur un statut pour les déplacés environnementaux, puisqu'aujourd'hui on dit plutôt déplacés environnementaux ou réfugiés climatiques, mais certains disent qu'il ne faut pas parler de réfugiés parce que le HCR ne considère pas qu'ils sont réfugiés, ils ne correspondent pas à la définition de la persécution ou de la crainte fondée de persécution de la Convention de Genève. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de ces réfugiés climatiques, d'abord, sont des réfugiés internes, comme ça a été dit, y compris dans le rapport. Donc, ce sont des réfugiés internes. Donc, ça ne concerne pas véritablement le travail de législation internationale. D'autre part,
disons, les auteurs des rapports du GIEC ont dit, ce qui est vrai, que les réfugiés climatiques, c'est surtout des phénomènes de migration régionale. Donc, en fait, on a des régions qui produisent dans la même région des réfugiés climatiques, donc, ou des déplacés environnementaux. Donc, finalement, la conclusion de cette initiative Nansen, ça a été, eh bien, on va laisser à l'échelon régional le soin de traiter, pour l'instant ça n'a pas été fait, mais le statut des déplacés environnementaux. Mais alors, ça va créer des inégalités de traitement considérables entre les gens qui se trouvent sur les îles Héligen, entre le Danemark et l'Allemagne, par exemple, un bout d'Europe qui est parti dans la mer du Nord au Moyen-Âge. Ils sont quelques milliers de personnes seulement, une trentaine de milliers. Et puis, les gens qui sont au Niger, frappés par la sécheresse, ceux avec des voisins aussi pauvres qu'eux, je ne vois pas très bien quel soutien ils pourront avoir en termes de statut ou en termes d'aide dans les régions les plus affectées, ou par exemple en Haïti, on a parlé du Honduras, etc., où les crises sont récurrentes. Donc aujourd'hui, avec une certaine, je dirais pas une lâcheté, mais disons une certaine prise en compte de ce rapport du GIEC en disant les déplacés environnementaux sont des phénomènes régionaux, on va laisser à l'échelle des régions du monde qui sont affectées par ce problème la gestion des déplacés environnementaux. Ça me paraît extrêmement, disons, dangereux d'une certaine façon, puisqu'il n'y aura aucune adéquation sur un standard mondial pour la protection de ces déplacés environnementaux qui vont s'accroître dans les années qui viennent, même s'ils ne seront pas à notre porte, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, mais ils seront surtout au sud du monde. Peut-être sur ce point, alors je ne suis pas un spécialiste des migrations liées au changement climatique. Je pense qu'il y a en tout cas un consensus assez fort, y compris auprès de la société civile, des gouvernements, à ne pas renégocier la Convention de Genève pour y inclure des nouveaux motifs de départ, en pensant que le moment politique au niveau international n'était pas très opportun et que ça serait contre-productif. La question des déplacés internes, et c'est vrai que à ce jour, et je pense que ça risque de changer, aujourd'hui, les personnes qui sont déplacées du fait de catastrophes naturelles ou du changement climatique plutôt à l'intérieur des pays, avec des grandes différences en fonction des pays. Je pense que c'est un enjeu aussi qu'il faut qu'on prenne en considération. La situation, y compris humanitaire, voire juridique, des déplacés internes, pour raisons environnementales ou autres, n'est pas forcément meilleure qu'un réfugié. Un réfugié étant une personne qui franchit une frontière internationale, et notamment du fait pour l'intervention de la communauté internationale et des agences humanitaires. Donc c'est un enjeu aussi. Il y a, je mets souvent en avant un exemple assez intéressant qui est la Convention de Kampala, qui est une convention africaine, de l'Union africaine, sur les déplacés internes, qui est à ma connaissance le seul aujourd'hui instrument régional, donc transnational de droit dur sur la question des déplacés internes, dans lequel est inclus dans une situation de déplacés pour les raisons environnementales. Je pense que c'est un instrument juridique extrêmement intéressant, ce qui pose aussi une obligation de prévention. L'enjeu, et c'est là aussi où des agences de développement peuvent intervenir, c'est l'application et la mise en œuvre de ces textes-là, donc des capacités que peuvent avoir les pays, en l'occurrence les pays africains, à mettre en œuvre les obligations qui découlent de ce texte-là, qui, je crois, assez largement ratifié en Afrique, mais ça, je parle sous le contrôle de personnes qui sont certainement plus expertes que moi. Un autre point qui est pour moi lié aussi à ces questions-là, c'est que et finalement aussi à la matrice et au rapport de la Banque mondiale, je vais paraphraser Catherine en disant que le problème, mais aussi des politiques publiques aujourd'hui, en tout cas ici en Occident, sur l'immigration, c'est que on veut toujours caractériser l'immigration comme un phénomène exceptionnel alors que c'est banalement ordinaire. Et ça a été mentionné. Donc c'est vrai. Je pense aujourd'hui qu'il faut aussi de plus en plus voir des politiques migratoires comme une réponse à des crises. Je ne parle pas de crise migratoire forcément, parce qu'aujourd'hui, en tout cas en Europe, on parle de crise migratoire dès que 1000 personnes franchissent une frontière. Donc et pas quand 5 millions d'autres arrivent, notamment des Ukrainiens, tant mieux.
pour les Ukrainiens, mais de crise. On a eu, y compris dans cette partie du monde, on était plutôt protégés. Ces dernières années, on a vu une pandémie qui nous a tous enfermés chez nous. Ça a un impact migratoire, ça a un impact sur les personnes en population de migration, ça a un impact social et économique important. En Europe, on a maintenant une guerre qui a provoqué, comme ça existe ailleurs dans le monde depuis longtemps, des millions de personnes sur les routes. Et j'ai l'impression que nos institutions ne sont pas préparées en fait à gérer les crises. Donc, c'est trouver cet équilibre entre un système migratoire un peu ordinaire, mais aussi finalement la gestion des crises. Et je pense que le facteur climatique va jouer, y compris pour nous, Européens. On va devoir bouger, nous, en Europe. Je pense qu'en Espagne, certains commencent à se poser la question. Moi, à titre personnel, je viens de la côte aquitaine et on commence aussi à se poser des questions. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on gère. Et nos États ne sont pas encore adaptés. Et j'ai eu la chance il y a 2 mois d'aller au Canada sur une conférence de migration. Le gouvernement canadien lance des consultations justement pour se dire quelle est la politique d'immigration. Et je parle d'immigration, pas de réponse humanitaire ou de développement, d'immigration qui répond à ces situations de multicrise. Peut-être juste un commentaire venant de l'AFD sur la question des réfugiés climatiques. Donc évidemment, cette notion de réfugié climatique apporte une contradiction puisque la notion n'existe pas juridiquement. En revanche, vous avez parlé, Catherine, de déplacés environnementaux. Donc ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais c'est-à-dire que les actions internationales vont être concentrées vers des territoires, vers des États, soit pour atténuer le changement climatique, première réponse, soit pour s'adapter au changement climatique. D'ailleurs, il faut sans doute faire les deux et c'est ce qu'on essaie de faire à l'AFD. Alors j'ai vu peut-être deux doigts se lever dans la salle. On va prendre 2 questions rapides avant de permettre alors 3 questions, mais alors vraiment ce sera des questions encore plus courtes, avant de permettre peut-être aux panélistes de faire un commentaire ultime et ensuite on aura la conclusion qui sera réalisée pour l'AFD par Magali Kretman. Voilà, donc je vais prendre 2 questions ici et une à ma gauche. Donc pardon, madame, allez-y, et ensuite on passera le micro juste devant. Allez-y. Merci. Bonjour. Donc, je suis Annick Weiner, je suis professeure émérite à l'Université Paris-Saclay, mais je représente ici l'Agence universitaire de la francophonie et on a fait de gros efforts sur la question, Mathieu le connaît bien, alors là, c'est plus le côté réfugié ou demandeur d'asile. Bon, mais quel que soit, je suis d'accord avec la granularité, mais bon, disons qu'on ne regarde pas trop, justement. Enfin, on n'est pas. Alors, 2 actions en ce moment, il y en a qui m'intéressent à savoir si, au point de vue instrument budgétaire, l'un, c'est qu'on a créé à la demande du HCR et avec le HCR France un couloir universitaire vers la France. Juste pour vous donner une idée, nous venons de lancer un second appel. Donc, dans les pays essentiellement francophones, puisqu'on essaie de limiter pour ne pas avoir à leur apprendre le français. Donc, ils arrivent, ils entrent à l'université. Nous sommes arrivés à mettre en place une 20aine de bourses et nous avons eu 1600 candidats. D'accord ? Bon, tous ne sont pas sans doute du niveau correct, mais beaucoup, 500 certainement. D'accord ? Donc, il y a un appel et le HCR souhaite, ça fait partie des voies complémentaires absolument encouragées par le HCR. Il y a là un vivier qui pourrait… quel est le problème budgétaire? C'est que ce sont les universités qui doivent trouver les fonds pour accueillir ces réfugiés. Nous sommes arrivés à avoir une aide du ministère des Affaires étrangères tout à fait appréciable qui aide pour les visas et le voyage et nous remercions énormément. Et le MESR, le ministère de l'Enseignement supérieur, également cette année finance à 50%. Mais ça reste du 20 bourses. D'accord, voilà. Donc c'est juste ça. On a une action qu'on pourrait mener peut-être ensemble. Et l'autre chose, si j'ai une question, ce serait budgétaire. Et l'autre, c'est juste une information aussi sur dans les pays de premier asile où on essaie vraiment d'aider les universités à accueillir, y compris en formation très courte, professionnalisante, même des certificats de 6 mois. On ne cherche pas à faire que des docteurs.
on constate ce que Madame a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de politique. Enfin, ah oui, on a des réfugiés, ah bon, on va peut-être faire quelque chose. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est très difficile. Et là aussi, nous avons essayé différents modes de financement quasiment sans succès. On n'a pas encore essayé l'AFD. Voilà, merci. Il y avait un appel du pied, donc peut-être une question, Jean-Marc Pradel, et puis après Madame. Oui, Jean-Marc Pradel, donc je suis le président du GRDR, qui est une association, une ONG qui travaille au développement de territoires en Afrique, des territoires où il y a une tradition de migration, et qui travaille d'ailleurs également auprès des migrants en France en termes sociaux, en termes d'intégration en définitive. Mais en fait, ma question, elle est ciblée un peu autrement. Elle s'adresse à Monsieur Kitanodo. Dans ces 18 mois, vous avez approché beaucoup de pays, je pense, et un certain nombre d'autorités. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez rencontré des gens qui s'intéressaient vraiment à ce que vous faisiez, qui cherchaient des solutions, qui voulaient innover, etc. Et cette question, je la poserai un peu aussi par rapport à la France et en même temps à Monsieur l'ambassadeur. Hein. Voilà. Merci de cette question impertinente. Peut-être une remarque ou une question également à gauche. Et puis après, je proposerai à chacun des panélistes peut-être de répondre aux questions en même temps qu'ils apporteront leurs derniers commentaires. Voilà, Madame. D'abord, merci beaucoup du rapport qui est très pédagogique, très structurant. Merci. Donc, pardon, Nada Villain-Malécolier, je travaille à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, on a beaucoup de choses en commun avec l'AFD, notamment les objectifs de développement durable et puis le développement en France, nous, et vous à l'international. Donc, ma question est très simple. En fait, dans l'approche coût-bénéfice, comment on gère l'horizon sur lequel on calcule les coûts et bénéfices, parce que j'imagine que c'est un facteur très important dans le rapport entre les deux. Donc, comment c'est géré? Et puis, juste une remarque par rapport aux dépenses par la communauté internationale pour chaque réfugié accueilli dans un pays à revenu faible, qui est, selon votre rapport, de 585 $ par an. Que couvrent ces dépenses? Parce que intuitivement, ça me semble très faible. Donc, que couvre-t-elle, en particulier si on a des dépenses, disons, sur la famille, la cellule familiale. Et à titre de comparaison, la Caisse des dépôts gère un mandat que le ministère du Travail nous a confié, qui s'appelle Insertion professionnelle des réfugiés. Et là, les coûts en fait d'insertion d'un réfugié par an s'élèvent à environ entre 10 et 15 000 € par an. Alors, c'est des parcours où le réfugié a des formations, reçoit des formations, également il s'ouvre au métier, etc. Donc, et c'est des parcours qui sont de quelques mois jusqu'à 1 an, et le coût est voilà, entre 10 et 15. Donc voilà, à titre de comparaison, c'est pour ça que j'étais un tout petit peu étonnée par ce montant-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Donc peut-être, je vais vous proposer de commencer à la fois les réponses aux questions et peut-être un message. Et puis après, on proposera 2 autres panélistes et ensuite Magali. Voilà. Donc je vais reprendre aux questions aux consultations. Nous avons consulté un nombre incroyable de pays. Et lorsque nous consultons, nous reçus par les gouvernements, par nos partenaires des organisations internationales, que ce soit le HCR pour les réfugiés, que ce soit le Bureau international du travail pour d'autres considérations. Et donc, je crois que très vite, on arrive un petit peu à comprendre l'espace politique du faisable dans chacun des pays. Et il y a une volonté d'essayer de faire changer un petit peu la conversation. Et je crois que c'est réel. Et nous, notre guide dans le cycle de dissémination que l'on fait, c'est vraiment, est-ce que le rapport, sa présentation, peut être un instrument pour changer un petit peu le discours, pour engager une conversation. C'est notre critère unique. Nous ne venons pas pour donner une présentation uniquement et après servir des petits fours et après rentrer à Washington. Donc, je pense qu'il y a, dans certains pays, et on les a identifiés, c'est pour ça qu'on se déplace, une volonté de trouver une nouvelle impulsion pour changer un petit peu le dialogue. Et donc, sincèrement, je pense, je suis peut-être naïf, mais sincèrement, je pense qu'il y a une volonté réelle
de certaines parties et qu'il y a des blocages et dans quelle mesure on peut utiliser tel ou tel événement pour essayer de casser ce blocage. C'est un petit peu la question à millions de dollars. Voilà. En termes de statistiques, ce ne sont pas la totalité des dépenses de la communauté internationale. Donc, on ne comptabilise pas nécessairement, parce que c'était un chiffre extrêmement difficile à avoir, les dépenses fiscales des pays hôtes. Donc, parfois, c'est très facile, parce que, par exemple, si vous prenez le Bangladesh, c'est le HCR qui s'occupe de tout, donc c'est très facile. Mais quand c'est le cas du Venezuela, de la Colombie, les Vénézuéliens sont intégrés dans le système social colombien, et donc il est très difficile de calculer cette contribution marginale. Le deuxième point aussi, je pense qu'en filigrane, il faut voir que notre taux de pauvreté que nous adoptons à la Banque mondiale, c'est 2 $ par jour. Donc on parle quand même d'une pauvreté. Et beaucoup de réfugiés sont au-deçà du seuil de pauvreté, parce qu'ils sont déjà dans un environnement où la population a un taux de pauvreté extrêmement élevé. Donc le chiffre est bien entendu un chiffre moyen qui cache une grande variation en fonction de qui est réfugié ou où les gens sont réfugiés, au-delà aussi du problème statistique qu'on ne mesure pas la totalité. Mais ce 500 au budget, en termes de budget du HCR, c'est énorme. Et donc, la question, c'est comment réduire. Il n'y a pas de marge pour augmenter cette contribution. La question, c'est comment la réduire. Et ça nous permet, nous aussi, de trouver un angle pour dire, au lieu de les parquer dans des camps et leur fournir la nourriture, autoriser les réfugiés à travailler. Donc, c'est un petit peu aussi notre angle pour dire que pour avoir une solution pérenne, il faut augmenter l'accès au marché du travail. Alors moi, je trouve que l'initiative de M. Kitanto est tout à fait riche, surtout l'idée d'aller rencontrer dans le monde pour dialoguer sur la question de ce rapport est tout à fait essentielle, parce que je crois que l'objectif essentiel, c'est de convaincre que la migration, ça peut être quelque chose de positif. Positif, ça a été dit pour le pays de départ, le pays d'accueil, pour les migrants, etc., à travers les diasporas, à travers toute une série de relais. Je crois que ça, c'est très, très important, parce que beaucoup de gens, la plupart d'ailleurs, pour l'instant, voient l'immigration comme quelque chose de négatif. Négatif, et ça, c'est certains partis politiques en ont fait presque leur fonds de commerce, pour ne pas les citer. Donc ça, c'est très, très important pour changer de regard. Changer de regard, ça, c'est complètement essentiel pour essayer d'éviter le gâchis humain dans lequel on est aujourd'hui dans la gestion des migrations internationales. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, prendre aussi, disons, l'enseignement de la mobilité. Plus les gens sont mobiles, plus ils circulent. On l'a vu à travers l'ouverture à l'Est. Et moins ils s'installent. Ils vivent dans une sorte de circulation migratoire qui est bénéfique aux pays d'accueil. Moi, j'ai beaucoup enseigné en Italie, donc j'ai vu ces phénomènes avec les gens qui viennent d'Ukraine, de Pologne, etc. Et plus ils gardent aussi des liens chez eux, qu'ils réinvestissent aussi bien affectivement dans leur famille, mais aussi dans le développement local de leur région. Donc la mobilité, c'est essentiel, parce que si on ferme les frontières, ce qu'on a fait en 1974 en Europe et dans beaucoup d'autres cas de crise que l'on a pu voir depuis, eh bien, les gens se sédentarisent dans une situation de très grande précarité, et qui, ajouté aux politiques publiques dissuasives, fait d'eux des indésirables. Et donc, le regard qui est porté sur ces gens qui sont sans papier, qui n'ont pas accès aux droits parce qu'on ne veut pas leur en donner, parce qu'on se dit il faut qu'on les accueille le plus mal possible pour qu'ils repartent chez eux, ça crée l'image du migrant indésirable qui est à 360 degrés de ce que vous essayez de montrer à travers votre rapport. Donc surtout, je crois qu'il faut toute une réflexion sur les effets négatifs du contrôle des frontières, sur leurs coûts exorbitants par rapport à leur réalisation,
et avoir beaucoup de modestie à l'égard des politiques de retour, des politiques qui peuvent être proposées ici ou là, parce que dans certains pays, il n'y a pas de retour possible. La situation est trop en crise politiquement pour qu'il y ait un retour où les gens n'ont pas nécessairement envie de réinvestir chez eux parce qu'ils n'ont pas confiance. Pourquoi est-ce qu'on demande à un Africain qui vient d'un pays pauvre et mal gouverné de contribuer au développement de son pays, alors qu'on ne demande pas à un Allemand qui va aux États-Unis de contribuer au développement de son pays? Là, il y a un problème éthique du point de vue de l'individu qu'il faut prendre en compte et voir aussi quelle est la situation des pays de départ. Il y a des gens qui quittent en disant « moi, je pars sans aucun regret » parce que c'est invivable. Ils sont partis de chez eux. Oui, c'est peut-être pas nécessairement invivable, mais eux considèrent que c'est invivable pour toute une série de raisons qui ne sont pas uniquement économiques. Donc, je crois qu'il faut prendre en compte cette réalité. Mathieu, peut-être un dernier commentaire, réponse, et avant la conclusion. Oui, j'ai juste une petite question. Vous parlez du projet HOPE. Oui, parce que un des projets HOPE, parce qu'en fait, ouais, parce que je voudrais pas que les personnes dans la salle ou derrière l'écran pensent que la France dépense 10 000 € par réfugié pour l'insertion. C'est dans le cadre de projets qui ciblent un nombre important de réfugiés et qui est effectivement assez coûteux. Mais je voudrais pas que l'on pense, que les personnes pensent ça, parce que ça peut être repris aussi. C'est toujours la question de derrière la diffusion et du relais qui peut être fait sur les médias sociaux ou dans les médias sur la France dépense 10 000 € par réfugié pour l'insertion. Je sais pas, c'est pas ce que vous avez dit, mais je voudrais le préciser. Dans un projet qui concerne pas tous les réfugiés. Pour revenir au débat, et on n'a pas répondu à votre question sur les pays du Sud, et je pense qu'on n'a pas eu le temps d'aborder la question qui est très forte dans le rapport et qui, à mon sens, est extrêmement fondamentale, c'est la question de la coopération bilatérale et multilatérale. Et avoir des politiques d'immigration, c'est avant tout avoir des politiques de coopération au niveau bilatéral et multilatéral, même je trouve que c'est encore mieux dans des ensembles régionaux et au niveau mondial. Et ça, j'en suis persuadé, en prenant en considération quand même la réalité, c'est-à-dire des déséquilibres dans le monde. Je suis persuadé que la majorité des gouvernements et des pays africains veulent aussi maîtriser les flux migratoires, veulent aussi combattre les réseaux de passeurs ou des trafiquants, peut-être plus précisément, parce qu'ils sont soucieux aussi, ils devraient l'être, soucieux des droits et du traitement de leurs ressortissants. Mais si je prends un exemple peut-être, vous allez dire un peu schématique, c'est du côté, on va dire, du nord, entre guillemets nord, ce qu'on pourrait appeler encore le Global North, c'est migration, dans le nexus migration-développement, on entend souvent, je ne dis pas que c'est du côté de l'AFD, hein, loin de là, mais que la migration va être un facteur qui va permettre de freiner les migrations. Les économistes ont plutôt tendance à dire non. Et de côté de gouvernements de pays dits du Sud vont dire que la migration est un facteur de développement. Donc, à un moment, il va falloir qu'on trouve un équilibre et qu'on s'entende. Moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas avoir la réponse. Mais derrière, finalement, nous, et quelque part avec notre argent, parce que c'est une arme diplomatique aussi, hein, on va imposer quelque part aussi nos politiques. Et alors qu'on sait que c'est contre leurs intérêts, contre leur volonté et leurs intérêts. Et je ne dis pas que c'est une atteinte à la souveraineté, mais il faut aussi qu'on fasse un peu de nos examens de conscience, je pense, de tous les côtés. Certainement qu'il y a une instrumentalisation de la question migratoire aussi par des gouvernements du Sud. Et pour revenir peut-être à l'exemple que vous donniez, la Tunisie, qui est un pays que je connais bien, parce que j'ai aussi un peu travaillé là-bas sur les questions migratoires. On connaît bien des communautés dites qu'on appelle subsahariennes. Beaucoup certainement se retrouvent en Tunisie un peu par dépit, mais aussi, beaucoup de personnes que je connais n'ont pas forcément envie au final de venir en Europe. Sont très bien en Tunisie ou ailleurs dans d'autres pays en Afrique. On ne voit pas forcément l'Europe comme l'endroit où ils veulent. Ils nous voient comme des gens trop carrés, très stressés tout le temps. Enfin, c'est pas
Bien sûr, les opportunités économiques et de vie sont différentes, mais c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et oui, là, il y a une question politique derrière, bien sûr, du développement économique et social, et la question politique. Alors moi, je ne suis pas forcément dans l'idée qu'on a exporté nos théories de grand remplacement. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Mais c'est quel est aussi là, c'est plutôt pas du développement, mais aussi quelle est l'affluence que peut avoir des pays qui se disent démocratiques et sur des valeurs de tolérance envers ces pays-là. Et puis un dernier point important, c'est qu'on doit tous se regarder comme, et c'est bien dit dans le rapport aussi, comme des pays d'immigration, de départ, de transit, et de la France y compris. Merci beaucoup. Je vais être très courte parce que je crois qu'on a un peu abusé du temps. Peut-être juste un mot conclusif, évidemment, pour vous remercier tous dans la salle et en ligne pour votre participation, pour votre intérêt sur ces questions, sur cette question des migrations. Évidemment, un grand merci à la Banque mondiale pour sa confiance et cette démarche à Paris de porter la présentation de ce rapport avec l'AFD. Et Twando, merci beaucoup pour votre travail. Évidemment, on l'a bien vu, hein, c'est un travail collectif, mais merci évidemment pour cette densité. Vous avez parlé de granularité aussi. Je pense que c'est très important d'en apporter sur un sujet aussi sensible. Merci bien sûr à nos invités pour votre présence et pour vos éclairages. Juste le mot de la fin, vous avez parlé d'engager une conversation. Je pense que c'est vraiment le bon terme et on se réjouit côté AFD que cette conversation soit lancée via ce type de rapport aujourd'hui, en ce moment. Vous dites d'ailleurs hein, dans le rapport, je crois à la fin, que l'idée n'est pas de savoir si la migration est une bonne ou une mauvaise chose. Donc, on est ravis qu'on puisse se servir de ce rapport pour dépasser cette question-là et s'intéresser encore une fois plus activement à ce que la migration peut apporter au développement des pays et dans le cas qui intéresse l'AFD, au développement des pays à revenus faibles et intermédiaires. Voilà, vous avez évoqué le fait vous n'étiez pas là pour manger des petits fours, mais je vous propose quand même qu'on essaye de continuer cette conversation autour d'un verre, évidemment, avec vous tous ici en salle. Merci encore pour votre présence et à très bientôt. Merci.